Un petit garçon pleure, abandonné par sa belle-mère dans une décharge. Soudain, un millionnaire sort de sa voiture, s'approche de lui et lui sauve la vie. Bonjour, bienvenue dans notre histoire. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de nous dire dans les commentaires d'où vous regardez. Le sac poubelle noir était fermé par de la ficelle. À l'intérieur, Samuel était en train de mourir. Il avait 7 ans, mais son corps était devenu si petit et si fragile qu'il ressemblait à un enfant de 4 ans. Ses poumons brûlaient. Sa bouche était sèche. Il ne pouvait pas respirer correctement car le plastique était pressé contre son visage. Et à chaque inspiration, il respirait l'odeur des ordures en décomposition et sa propre terreur. Ses petites mains étaient pressées à plat contre le plastique, poussant, mais le sac ne s'ouvrait pas. Ses ongles étaient cassés et saignaient à force de gratter le plastique, d'essayer si désespérément de s'échapper, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Il n'y avait rien d'autre que l'obscurité, l'étouffement et la certitude absolue qu'il allait mourir ici. Samuel avait cessé de pleurer il y a 1 heure. Il avait pleuré, crié et supplié, mais sa voix était devenue de plus en plus faible, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un petit gémissement brisé. Son petit corps avait cessé de se débattre. Son rythme cardiaque, qui battait si vite qu'il pensait qu'il allait lui exploser la poitrine, avait commencé à ralentir. Il commençait à accepter l'inévitable. Il commençait à comprendre que c'était ainsi que cela allait se terminer. Seul dans le noir, jeté comme une ordure par la seule personne censée prendre soin de lui. Abigail était sa belle-mère, et elle le haïssait depuis le jour où elle avait épousé son père. Samuel n'y était pour rien. Il avait fait de son mieux pour être sage, pour être silencieux, pour être invisible, pour ne pas prendre trop de place dans la maison, ne pas manger trop de nourriture ou demander trop d'attention. Mais rien de ce qu'il faisait n'était jamais assez bien. Abigail le regardait tous les jours avec des yeux brûlants de rage. Et Samuel n'a jamais compris pourquoi. Il savait seulement que sa haine était comme une chose vivante à l'intérieur d'elle, et qu'elle grandissait de jour en jour. Il y a quelques semaines, le père de Samuel était décédé dans un accident de voiture. Abigail était allée aux funérailles et avait pleuré devant tout le monde. Mais quand ils étaient rentrés à la maison, elle avait regardé Samuel avec une expression si pleine de cruauté qu'il avait voulu s'enfuir et se cacher pour toujours. Elle lui avait dit que maintenant que son père était mort, elle n'avait plus à faire semblant. Elle n'avait plus à agir comme si elle se souciait de lui. Elle lui avait dit qu'il était la raison pour laquelle son père était si fatigué, si distrait, si brisé. Elle lui avait dit que s'il n'était jamais né, son père serait toujours en vie. Samuel savait que ce n'était pas vrai, mais l'entendre le dire encore et encore avait lentement empoisonné quelque chose en lui. Il avait commencé à le croire. Il avait commencé à penser que peut-être elle avait raison. Peut-être qu'il était le problème. Peut-être que le monde serait meilleur sans lui. Ce matin, Abigail était entrée dans sa chambre pendant qu'il dormait encore. Elle lui avait attrapé le bras si fort que cela lui avait laissé des bleus, et elle l'avait traîné en bas. Elle l'avait forcé à entrer dans ce sac poubelle, là, dans la cuisine, elle l'avait attaché et elle l'avait jeté à l'arrière de sa voiture. Elle l'avait conduit ici, à la décharge en périphérie de la ville, elle l'avait sorti de la voiture et l'avait jeté au sol comme s'il s'agissait d'un sac d'ordures dont elle se débarrassait. Et maintenant, Samuel suffoquait et personne ne venait le sauver, et il allait mourir ici dans l'obscurité. Richard Nelson était assis sur le siège en cuir de son SUV Mercedes noir, fixant des papiers qui ne l'intéressaient pas. Les papiers concernaient un terrain que son entreprise voulait acheter. Les papiers contenaient des chiffres, des cartes et un jargon juridique, mais les mots semblaient tous se fondre en un non-sens. Richard avait 52 ans et était l'un des hommes les plus riches du pays, mais il ne parvenait plus à se concentrer sur tout cela. Sa femme s'appelait Margaret. Elle avait été la plus belle femme que Richard ait jamais vue, non pas à cause de son visage, bien que son visage fût magnifique, mais à cause de son cœur. Margaret aimait les gens. Elle aimait le monde. Elle aimait Richard d'un amour si pur et si complet que Richard n'avait jamais eu l'impression de le mériter. Margaret voulait avoir des enfants. Elle voulait remplir leur maison de rire, de bruit et du chaos d'une famille. Mais Richard était trop concentré sur ses affaires. Il lui avait dit d'attendre. Il lui avait dit qu'il pourrait avoir des enfants plus tard, après qu'il aurait gagné assez d'argent, après qu'il aurait construit son empire. Après qu'il aurait assuré sa position dans le monde. Le « plus tard » n'est jamais venu. Margaret est tombée malade. Les médecins ont dit que c'était un cancer. Ils ont dit qu'il était très avancé. Ils ont dit que même avec un traitement, ses chances n'étaient pas bonnes. Richard a finalement réalisé à ce moment-là que tout l'argent du monde ne pourrait pas racheter le temps qu'il avait perdu. Toute sa réussite ne signifiait rien s'il ne l'avait pas. Il était resté assis à côté de son lit d'hôpital tous les jours, lui tenant la main, la suppliant de se battre, la suppliant de ne pas le quitter. Mais Margaret s'était éteinte quand même,
et Richard s'était retrouvé seul avec tout son argent et tout son pouvoir, et absolument rien qui comptait. C'était il y a 5 ans. Depuis, Richard était devenu un fantôme. Il allait à son bureau. Il gagnait plus d'argent. Il achetait plus de choses, mais il ne vivait pas vraiment. Il se contentait d'exister, d'attendre juste que sa propre vie se termine pour pouvoir retrouver Margaret. Le seul moment où il se sentait légèrement vivant était lorsqu'il venait dans des endroits comme celui-ci, des endroits vides, des endroits brisés, des endroits en périphérie de la ville où la plupart des gens n'allaient pas. Il venait dans ces endroits et essayait de comprendre pourquoi il était toujours là, quel était encore le but de sa vie, pourquoi Dieu ne l'avait pas simplement emmené avec sa femme. Aujourd'hui, il avait décidé de venir à la vieille décharge pour la voir lui-même au lieu d'envoyer quelqu'un d'autre. Il avait dit à sa secrétaire que c'était pour les affaires, mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas le cas. C'était juste une excuse pour s'éloigner du bureau, s'éloigner des gens, trouver un endroit où il pourrait être seul avec son chagrin. Richard sortit de sa voiture et desserra sa cravate. Le soleil était haut et chaud, et l'odeur de la décharge lui soulevait l'estomac. Il tenait un dossier de papier dans une main et son téléphone dans l'autre, qu'il n'utilisait pas parce qu'il n'y avait plus personne à appeler. Margaret était partie. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas de vrais amis, juste des associés qui voulaient des choses de lui. Il était complètement, absolument seul. Il commença à marcher à travers la décharge, ne cherchant rien, marchant simplement, mettant un pied devant l'autre, essayant juste de bouger son corps pour que peut-être son esprit cesse de penser à quel point tout était vide. C'est là qu'il l'entendit. C'était un son si petit et si étouffé qu'au début, Richard crut l'avoir imaginé. Mais ensuite, il l'entendit à nouveau. C'était un bruit comme quelque chose qui se débat, comme quelque chose qui se bat pour sa vie. Richard s'arrêta de marcher. Son esprit d'homme d'affaires lui disait de continuer à avancer, d'ignorer cela, de ne pas s'impliquer dans ce que c'était. Mais quelque chose de plus profond en lui, quelque chose que Margaret avait aimé chez lui, quelque chose qu'il pensait être mort avec elle, se réveilla dans sa poitrine. Richard accéléra le pas. Il trouva le sac poubelle noir près d'un tas de vieux pneus. Le sac bougeait légèrement, des mouvements à peine perceptibles, mais des mouvements tout de même. Quelqu'un l'avait attaché avec de la ficelle. Les mains de Richard tremblaient alors qu'il s'agenouillait à côté du sac. Sans réfléchir, sans se poser de questions, il sortit un couteau de sa poche. Un couteau qu'il portait toujours pour ouvrir des enveloppes dans la voiture, et il coupa la ficelle. Il ouvrit le sac. Ce qu'il trouva à l'intérieur lui coupa le souffle. C'était un enfant. Un petit garçon à la peau couleur de cendre et au visage si mouillé de larmes et de sueur que Richard ne pouvait distinguer où les larmes s'arrêtaient et où la sueur commençait. Les yeux du garçon étaient flous, vitreux sous le brouillard de la suffocation et de la panique. Son petit corps était mou, presque sans vie. Ses lèvres étaient devenues d'un bleu grisâtre pâle. Pendant un instant, Richard pensa que le garçon était déjà mort. Pendant un instant, Richard pensa qu'il était trop tard. Mais ensuite, le garçon prit une inspiration horrible, sifflante et douloureuse. Et Richard comprit que cet enfant était toujours en vie, mais à peine. Cet enfant se battait pour survivre avec tout ce qui lui restait. Richard souleva Samuel avec précaution, si doucement. Le corps du garçon était si léger que c'était presque comme soulever de l'air. La peau du garçon était brûlante de fièvre, et son petit corps tremblait si fort que Richard pouvait en sentir chaque trémulation. Les yeux de Samuel regardaient Richard, mais il ne le voyait pas vraiment. Il regardait quelque chose au-delà de lui, quelque chose que seuls les mourants pouvaient voir. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon petit! Je suis là! Je suis là maintenant !» murmura Richard, sa voix brisée, les mains tremblantes. Richard tenait Samuel contre sa poitrine et il pouvait sentir le rythme cardiaque du garçon, faible, irrégulier et fragile comme les ailes d'un papillon. Il pouvait sentir à quel point les côtes du garçon étaient petites, à quel point elles pouvaient facilement se briser. Il pouvait sentir le désespoir d'un enfant qui avait essayé si fort de survivre, qui s'était battu si fort juste pour prendre une autre inspiration. Et à ce moment-là, Richard comprit quelque chose avec une clarté totale. Il comprit que Margaret l'avait envoyé ici. Il comprit que cet enfant était un cadeau, une seconde chance, une raison de vivre à nouveau. Il comprit que toutes les années qu'il avait passées à gagner de l'argent et à accumuler du pouvoir l'avaient préparé pour cet instant précis, afin qu'il ait les ressources nécessaires pour sauver la vie de cet enfant, afin qu'il ait une maison, de la nourriture, des médicaments et tout ce dont ce petit avait besoin. Richard se leva, tenant toujours Samuel, sentant toujours le cœur faible du garçon contre sa poitrine. C'est là qu'il la vit. Abigail se tenait au bord de la décharge, fumant une cigarette, le regardant avec une expression de choc et de colère. Elle avait surveillé pour s'assurer que le travail était fait. Elle avait surveillé pour s'assurer que Samuel ne s'échapperait pas. Et maintenant,
Elle regardait cet étranger aux vêtements chers tenir le corps du garçon qu'elle avait essayé de tuer. Posez-le, claqua Abigail, sa voix tranchante, et elle s'avança. Cela ne vous regarde pas. C'est mon beau-fils. C'est ma propriété. Richard la regarda, et ses yeux étaient remplis de quelque chose de si puissant, de si pur qu'Abigail recula d'un pas. Ses yeux étaient remplis de l'amour qu'il avait ressenti pour Margaret. L'amour qu'on lui avait refusé la chance de donner à un enfant à lui. Et maintenant, cet amour se déversait sur l'enfant d'un étranger comme de l'eau brisant une digue. Vous avez essayé de le tuer, dit Richard, sa voix basse, terrible et dangereuse. Vous l'avez mis dans un sac et l'avez laissé suffoquer. Si je n'étais pas venu ici, il serait mort à l'heure qu'il est, et vous ne semblez pas vous en soucier du tout. C'est un fardeau, répliqua Abigail, sa voix glaciale. Il est inutile. Richard voulait crier. Il voulait se déchaîner. Il voulait lui faire comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait fait, le mal qui était en elle, le fait qu'elle avait essayé d'effacer une vie humaine de la terre. Mais Samuel avait besoin qu'il reste calme. Samuel avait besoin qu'il se concentre. Alors, au lieu de crier, Richard la regarda simplement avec pitié et dégoût, et il se détourna. « Je l'emmène » cria Richard par-dessus son épaule. « Et je vais voir la police, et je vais m'assurer que vous ne fassiez plus jamais de mal à un autre enfant. » Richard se dirigea vers sa voiture, tenant toujours Samuel serré contre sa poitrine, sentant toujours la respiration superficielle du garçon contre son épaule. Il plaça Samuel doucement sur le siège arrière et ajusta la climatisation pour aider le corps fiévreux du garçon. Il avait une bouteille d'eau dans la voiture, il l'ouvrit et la pencha délicatement vers les lèvres de Samuel. « Bois ça lentement, juste un peu. Tu es en sécurité maintenant. Je te tiens. Je ne laisserai rien t'arriver, » dit Richard, sa voix douce et apaisante. Samuel but juste un peu, et ses yeux, qui avaient été flous et mourants, commencèrent à s'éclaircir légèrement. Il regarda le visage de Richard, et pour la première fois, il sembla comprendre que c'était une personne réelle, que ce n'était pas un rêve, que quelqu'un était vraiment en train de le sauver. « Êtes-vous un ange ?» demanda Samuel, sa voix comme un fantôme, comme quelque chose venant de très loin. Richard sentit son cœur se briser complètement. Il sentit toute la douleur, la perte et la solitude des 5 dernières années se déverser de lui comme un déluge. Il pleurait maintenant, les larmes coulant sur son visage, mais sa voix resta stable et forte car Samuel avait besoin qu'il soit fort. « Non, mon cœur. Je ne suis pas un ange. Je suis juste un homme. Mais je vais prendre soin de toi. Je vais te nourrir et je vais te garder en sécurité et je vais t'aimer. C'est tout ce que je vais faire pour le reste de ma vie. Je vais m'assurer que tu saches à quel point tu es précieux, à quel point tu es désiré, à quel point tu comptes pour moi, » murmura Richard. Richard démarra le moteur. Derrière eux, Abigail se tenait dans la décharge, tenant toujours sa cigarette, regardant son plan s'effondrer, regardant sa fortune lui échapper, sans comprendre qu'elle venait de montrer à cet homme sa raison de vivre. Elle avait essayé de détruire un enfant, et au lieu de cela, elle avait donné à un homme seul et brisé une seconde chance dans la vie. Alors que la voiture s'éloignait de la décharge, alors que la lumière dorée de l'après-midi tombait sur le visage pâle de Samuel, le garçon tendit lentement une petite main tremblante et la posa sur l'épaule de Richard. C'était le premier mouvement volontaire qu'il faisait depuis que Richard l'avait trouvé. C'était le premier signe que quelque part au fond de lui, Samuel comprenait qu'il était enfin en sécurité. Richard posa sa main sur la petite main du garçon et conduisit vers la lumière déclinante, embrassant se tournant de son chemin sans aucune intention de regarder en arrière. N'ayant plus l'intention de regarder en arrière. Les portes du manoir de Richard s'ouvrirent automatiquement à l'approche de la Mercedes. La maison était énorme, un palais tentaculaire de pierres blanches et de fenêtres allant du sol au plafond, qui captaient les derniers rayons du soleil couchant et les transformaient en or. Samuel la regarda, les yeux écarquillés, tandis qu'il remontait la longue allée bordée de palmiers. Il n'avait jamais rien vu d'aussi grand, d'aussi beau, d'aussi incroyablement éloigné de la décharge, des ordures et de la suffocation de ce sac. Richard gara la voiture dans le garage souterrain et coupa le moteur. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. La main de Samuel reposait toujours sur l'épaule de Richard, et Richard ne voulait pas rompre le contact. Il ne voulait rien faire qui puisse effrayer le garçon, qui puisse le faire se replier sur le traumatisme qu'il venait de survivre. « Nous sommes à la maison maintenant, Samuel. C'est ici que tu vas vivre. C'est ici que tu seras en sécurité, » dit Richard, sa voix douce et prudente. Samuel ne répondit pas. Ses yeux fixaient droit devant, le regard flou, perdu quelque part entre le présent et le cauchemar qu'il venait de fuir. Richard comprit. Il comprit que le choc ne pouvait protéger une personne que pendant un temps, et qu'ensuite la réalité de ce qui s'était passé s'abattrait comme une avalanche. Richard sortit de la voiture et ouvrit la porte arrière.
Samuel tressaillit légèrement au mouvement, son petit corps se raidissant comme s'il se préparait à un coup. Le cœur de Richard se brisa à nouveau. Il bougea lentement, délibérément, donnant à Samuel le temps de comprendre que rien de mal n'était sur le point d'arriver, que cet homme n'allait pas lui faire de mal. « Je vais te soulever maintenant. Est-ce que ça va ?» demanda Richard, parlant à voix basse. Samuel ne répondit pas, mais il ne se retira pas non plus. Richard souleva le garçon dans ses bras, avec précaution et tendresse. Samuel ne pesait presque rien. Son petit corps s'adaptait contre la poitrine de Richard comme une pièce de puzzle, comme s'il avait été fait pour s'y nicher, comme s'il s'était attendu toute leur vie. Richard le porta à l'intérieur de la maison. Le manoir était calme. La plupart du personnel était rentré pour la soirée. Mais alors que Richard marchait dans le couloir de marbre, une femme apparut d'une des pièces latérales. Elle s'appelait Madame Gress, était la gouvernante de la maison de Richard depuis 15 ans. Elle avait la soixantaine, des yeux bienveillants et un visage qui avait vu beaucoup de souffrance et qui avait survécu en gardant sa compassion intacte. Madame Gress jeta un coup d'œil à l'enfant dans les bras de Richard et comprit immédiatement. Elle ne posa pas de questions. Elle n'exigea pas d'explications. Elle hocha simplement la tête, comme si elle s'était attendue à ce moment toute sa vie. Comme si elle savait qu'un jour Richard rentrerait à la maison avec un enfant brisé et lui demanderait de l'aider à recoller les morceaux. « Monsieur Richard, qu'est-il arrivé à cet enfant ?» demanda Madame Gress, sa voix chaleureuse, mais avec une note d'inquiétude. « On l'a laissé mourir, Madame Gress. Quelqu'un a essayé de le tuer, mais je l'ai trouvé à temps. Et maintenant, il est à moi. Je vais prendre soin de lui, » répondit Richard, sa voix ferme, mais pleine d'émotion. Madame Gress s'approcha et regarda le visage de Samuel. Elle vit la fièvre dans ses yeux, la déshydratation sur ses lèvres pâles, le traumatisme gravé sur chaque trait de son petit visage. Elle tendit la main et toucha doucement son front. « Il est brûlant, monsieur. Nous devons le rafraîchir. Et il a besoin d'eau. Il a besoin de nourriture, mais pas trop. Pas encore. Son estomac est probablement vide depuis longtemps, » dit Madame Gress, agissant déjà, prenant déjà les choses en main, faisant déjà ce qu'elle faisait le mieux, prendre soin des personnes qui avaient besoin d'elle. Madame Gress conduisit Richard à l'étage vers l'une des chambres d'amis. Une belle pièce avec un éclairage doux et un lit recouvert de drap blanc qui ressemblait à des nuages. « Posez-le ici, monsieur. Doucement. Maintenant, je vais chercher des serviettes fraîches et de l'eau, » ordonna Madame Gress. Richard allongea Samuel sur le lit. Le corps du garçon s'enfonça dans le moelleux du matelas, et ses yeux s'écarquillèrent légèrement comme s'il n'avait jamais rien ressenti d'aussi confortable auparavant. Sa petite main se tendit et toucha les draps blancs, sentant leur qualité, leur propreté, la différence absolue entre cela et tout ce qu'il avait connu. Madame Gress revint avec un bol d'eau fraîche et des serviettes douces. Elle commença à éponger doucement le visage et le cou de Samuel, essayant de faire baisser sa fièvre. Elle parlait d'une voix basse et apaisante pendant qu'elle travaillait. « Tu es en sécurité maintenant, petit. Tu es dans un endroit sûr. Je m'appelle Madame Gress, et je vais prendre soin de toi. Je vais m'assurer que tu guérisses. Je vais m'assurer que rien de mal ne t'arrive plus jamais. Comprends-tu » dit Madame Gress, sa voix douce comme du miel. Samuel ne parla pas, mais ses yeux, qui fixaient le vide, commencèrent à se concentrer sur le visage de Madame Gress. Il semblait chercher sur son visage des signes que c'était réel, que cette gentillesse était authentique, qu'il ne rêvait pas ou qu'il n'hallucinait pas à cause de la fièvre. Richard se tenait dans l'embrasure de la porte et regardait. Il portait toujours son costume coûteux, tenant toujours son dossier de papier sur des transactions immobilières qui n'avaient plus d'importance. Il regarda cette vieille femme s'occuper gentiment de ce petit enfant, et il sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Il sentit pour la première fois en 5 ans que sa vie avait à nouveau un but. Comme s'il avait reçu une raison de se réveiller le matin, une raison de continuer à vivre, une raison de croire que l'avenir pouvait être autre chose qu'une simple continuation interminable du chagrin. « Madame Gress, j'ai besoin que vous appeliez un médecin. Le meilleur médecin de la ville. Je me fiche du coup, et j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai besoin que vous m'aidiez à prendre soin de lui, » appela Richard. Madame Gress sortit de la pièce et ferma doucement la porte derrière elle. Elle regarda Richard avec des yeux qui semblaient tout comprendre, qui semblaient savoir exactement ce dont il avait besoin et exactement ce qu'il traversait. « Bien sûr, monsieur, je ferai tout ce dont vous avez besoin. Mais monsieur, je dois vous demander quelque chose. D'où vient cet enfant ? Que lui est-il arrivé ? » demanda Madame Gress, sa voix ferme et gentille. Richard commença à tout expliquer. Il expliqua la décharge, Abigail, le sac poubelle, le fait d'avoir trouvé Samuel au moment où il allait mourir. Madame Gress écouta sans interrompre et quand Richard eut fini, elle secoua lentement la tête,
un air de profonde tristesse traversant son visage. Il y a des gens dans ce monde qui ont oublié ce que signifie être humain, monsieur. Mais il y a aussi des gens qui se souviennent, des gens comme vous, des gens qui ont encore de l'amour dans leur cœur, qui croient encore qu'une vie compte, qu'un petit enfant compte suffisamment pour tout changer, dit Madame Gress. Je n'ai pas pu sauver ma femme, Madame Gress. J'étais trop occupée à gagner de l'argent, à construire mon empire, à courir après des choses qui n'ont aucun sens. Mais je peux le sauver. Je peux donner à cet enfant une vie digne d'être vécue. Je peux lui montrer ce que signifie être aimé, répondit Richard, sa voix se brisant. Et cela, monsieur, est la chose la plus importante que quiconque puisse faire, dit Madame Gress, posant sa main sur l'épaule de Richard. Le docteur arriva en moins d'une heure. Il s'appelait docteur James et était le meilleur pédiatre de la ville. Richard l'avait appelé personnellement et lui avait dit que c'était une urgence. Il lui avait dit d'apporter tout ce dont il pourrait avoir besoin. Le docteur James examina Samuel attentivement, minutieusement, vérifiant chaque partie de son petit corps à la recherche de signes de blessure ou de maladie. Quand il eut fini, il se dirigea vers le couloir où Richard attendait. Son expression était grave. L'enfant est gravement déshydraté et mal nourri. Il a une forte fièvre, probablement due au stress et à l'exposition. Son corps montre des signes de traumatisme prolongé. Ses côtes sont visibles, ce qui indique qu'il n'a pas été correctement nourri depuis des semaines, peut-être des mois. Mais physiquement, il va s'en sortir. Son corps est résilient. Les enfants sont plus forts que nous ne le pensons, dit le docteur James. Et émotionnellement ? Demanda Richard. Émotionnellement, monsieur, cet enfant a traversé quelque chose qui briserait la plupart des adultes. Il a été rejeté, maltraité et abandonné par les personnes qui étaient censées le protéger. Ce genre de traumatisme ne guérit pas rapidement. Il ne guérit pas facilement. Mais avec de l'amour, de la patience, des soins et une attention constante, cela peut guérir. Les enfants sont également plus résilients émotionnellement que nous ne le pensons. Ils veulent faire confiance. Ils veulent croire que le monde est bon. Si vous pouvez lui donner cela, si vous pouvez lui montrer que les gens peuvent être gentils, que le monde peut être sûr, alors oui, il peut guérir, dit le docteur James, faisant une pause et choisissant ses mots avec soin. Richard se tenait dans le couloir de son manoir, écoutant les mots du docteur. Et il comprit qu'on venait de lui confier la responsabilité la plus importante de toute sa vie. Il comprit que l'avenir de Samuel, sa capacité à aimer, sa capacité à la joie ou à la souffrance dépendraient toutes de ce que Richard ferait dans les mois et les années à venir. Il comprit que ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait déléguer à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait réparer avec de l'argent. C'était quelque chose qu'il devait faire avec son cœur, avec sa présence, avec son amour. Je vais prendre soin de lui, docteur. Quoi qu'il arrive, et peu importe le temps que cela prendra, je vais m'assurer qu'il sache qu'il est aimé, désiré et en sécurité. C'est ma promesse, dit Richard, sa voix pleine de détermination. Le docteur James hocha la tête et Richard put voir du respect dans ses yeux, put voir que le docteur comprenait l'ampleur de l'engagement de Richard. Alors il va s'en sortir, monsieur. J'en suis certain, dit le docteur James. Alors que la nuit tombait, Richard s'assit sur une chaise à côté du lit de Samuel et regarda le garçon dormir. Le petit corps de Samuel était recroquevillé sur le côté, une petite main glissée sous sa joue. Sa respiration était régulière, et elle n'était plus la respiration irrégulière et désespérée de quelqu'un qui suffoque. Sa fièvre avait légèrement baissé. Madame Gress l'avait lavé et l'avait vêtu d'un pyjama doux, trop grand pour sa petite stature, le rendant encore plus petit, encore plus fragile, encore plus précieux. Richard pensa à Abigail. Il pensa à elle, debout dans la décharge, fumant sa cigarette, regardant son plan s'effondrer. Il pensa à la façon dont sa cupidité l'avait aveuglé, à la façon dont sa cruauté l'avait rendue stupide, à la façon dont elle n'avait pas compris que l'on ne peut pas effacer une vie humaine de la terre sans conséquence. Il pensa à ce qui se passerait lorsque la police la trouverait. Lorsque l'enquête commencerait, lorsque la vérité éclaterait sur ce qu'elle avait tenté de faire. Mais Richard pensa surtout à Samuel. Il pensa au fait que cet enfant avait survécu. Contre toute attente, malgré tout ce qui lui avait été fait, malgré toutes les raisons d'abandonner. Samuel avait survécu. Et maintenant, Richard avait le privilège de le regarder guérir. Richard avait le privilège de lui montrer à quoi ressemblait l'amour, ce que l'on ressentait en étant en sécurité, ce que signifiait être désiré par quelqu'un. Richard tendit la main et la posa doucement sur la petite épaule de Samuel. Le garçon ne se réveilla pas, mais son petit visage se détendit légèrement, comme si même dans son sommeil, il pouvait sentir la présence de quelqu'un qu'il aimait, de quelqu'un qui était déterminé à le garder en sécurité. En bas,
Dans la cuisine, Madame Gress faisait des listes. Elle notait les choses dont Samuel aurait besoin. Des vêtements plus petits, des jouets, des livres, de la nourriture qui serait douce pour son estomac en convalescence. Elle planifiait comment aider cet enfant à guérir. Comment aider Richard à devenir le père qu'il avait toujours voulu être, mais qu'il avait eu trop peur de demander. Elle pensait à ses propres petits-enfants vivant loin dans un village qu'elle n'avait pas vu depuis 3 ans parce que Richard avait besoin d'elle ici. Et elle comprenait que c'était exactement là qu'elle était censée être. La nuit s'épaissit et le manoir s'installa dans le silence. Mais c'était un silence différent maintenant. C'était un silence rempli de but, d'espoir, avec le sentiment que quelque chose de brisé commençait à être réparé, que quelque chose de mort commençait à revenir à la vie. Et dans la chambre à l'étage, un petit garçon dormait paisiblement pour la première fois de sa vie. Sa petite main reposait toujours sur le lit où Richard l'avait placé. Son petit visage montrant les premières traces de paix, les premiers indices que la guérison pouvait être possible après tout. 3 jours passèrent. La fièvre de Samuel tomba le 2e jour, et le 3e jour, il commença à manger de la vraie nourriture. Du riz doux, un bouillon léger, des fruits coupés en petits morceaux. Richard s'asseyait avec lui à chaque repas, ne le pressant jamais, ne le forçant jamais à manger plus qu'il ne le voulait. Il restait simplement assis, calme et constant, une présence immuable qui semblait dire sans mots que Samuel était en sécurité, que Samuel était aimé, que Samuel ne serait plus jamais abandonné. Le matin du 4e jour, le téléphone de Richard sonna. C'était un avocat nommé M. Peterson qui s'occupait de toutes les affaires juridiques de Richard. La voix de M. Peterson était urgente. « Monsieur Nelson, nous avons une situation. J'ai été contacté par les services de protection de l'enfance de la ville. Quelqu'un a déposé un rapport concernant un incident à la décharge municipale. Une femme nommée Abigail allègue que vous avez kidnappé un enfant. Elle prétend que le garçon Samuel est son beau-fils et qu'elle en a la garde. Elle exige qu'il lui soit rendu, dit M. Peterson au téléphone, sa voix pressée. Richard sentit son sang se glacer. Il savait que cela allait arriver. Il savait qu'Abigail se défendrait, essaierait d'utiliser le système pour obtenir ce qu'elle voulait, mais il ne s'attendait pas à ce que cela se produise si rapidement. Leur avez-vous dit ce qu'elle a essayé de faire? Leur avez-vous dit qu'elle a tenté d'assassiner un enfant? Demanda Richard, sa voix calme, mais pleine d'acier. Selon sa déclaration, elle tentait de discipliner l'enfant. Elle affirme qu'elle l'a placé dans le sac comme une forme de punition et qu'elle allait le récupérer plus tard. Elle nie toute intention de lui faire du mal. Sans témoin, sans preuve tangible, c'est sa parole contre la vôtre. Et elle prétend que vous êtes l'agresseur ici, que vous avez volé son enfant, a répondu M. Peterson, sa voix prudente. J'ai l'examen du médecin. J'ai la preuve d'une grave malnutrition et d'un traumatisme. Commença Richard, sa voix s'élevant légèrement. Je sais, monsieur, mais elle a aussi quelque chose. Elle a le testament du père du garçon. Selon les documents légaux, le père lui a laissé la garde de Samuel en cas de décès. Le père est mort il y a 3 semaines. Elle est, techniquement parlant, la tutrice légale de Samuel. C'est ça le problème. Sans aller au tribunal et prouver qu'elle est une tutrice inapte, sans prouver son intention de nuire, nous n'avons pas les bases légales pour éloigner Samuel d'elle, interrompit M. Peterson, sa voix douce mais ferme. Richard resta silencieux pendant un long moment. Par la fenêtre ouverte de son bureau, il pouvait voir le jardin où Madame Gress avait emmené Samuel ce matin. Samuel était assis sur un banc au soleil, son petit corps encore trop maigre, toujours en convalescence, mais visiblement plus fort qu'il ne l'était il y a 3 jours. Le garçon tenait une petite voiture miniature que Richard lui avait donnée, la retournant dans ses mains, observant comment la lumière se reflétait sur le métal. Alors, nous allons au tribunal. Nous allons nous battre. Nous allons rassembler chaque preuve, chaque témoin, tout ce dont nous avons besoin, et nous allons nous assurer que cette femme n'approche plus jamais cet enfant. Me comprenez-vous, monsieur Peterson? Dit Richard, sa voix très calme, très dangereuse. Oui, monsieur. Je comprends parfaitement. Je vais commencer les démarches légales immédiatement. Mais monsieur, je dois vous prévenir. Les batailles pour la garde peuvent être très laides. Elle peut avoir ses propres avocats, ses propres ressources. Elle pourrait essayer de vous discréditer, de prétendre des choses fausses à votre sujet. Vous devez être préparé à un combat qui va être très public, très désordonné et très douloureux, avertit M. Peterson. Je m'en fiche. Elle a essayé de le tuer. Et je vais m'assurer que le monde entier le sache, dit Richard, sa voix pleine d'une conviction absolue. Richard raccrocha le téléphone et se rassit sur sa chaise. Ses mains tremblaient de rage et de peur. Il pensa à Abigail, toujours quelque part,
probablement en train de rencontrer ses propres avocats, probablement en train de trouver comment manipuler le système, comment utiliser la loi pour récupérer ce qu'elle considérait comme sa propriété. C'est alors que Madame Gress apparut dans l'embrasure de la porte. Elle tenait la petite main de Samuel, et le garçon regardait Richard avec des yeux qui commençaient lentement à montrer de la vie à nouveau, à montrer de la confiance. « Monsieur Richard, est-ce que tout va bien ? Vous avez l'air contrarié » demanda Madame Gress, sa voix incertaine. L'emprise de Samuel sur la main de Madame Gress se resserra légèrement. Il apprenait encore qu'il était sûr d'exprimer son inquiétude, que se soucier de quelqu'un n'entraînait pas de punition. Madame Gress lui serra la main de manière réconfortante, puis le guida doucement jusqu'au genou de Richard. « Tout va bien, Madame Gress. Tout va bien se passer. Samuel, viens ici. Viens t'asseoir avec moi, » dit Richard, forçant un sourire et enfouissant la peur et la rage au plus profond de lui. Samuel monta sur les genoux de Richard, son petit corps s'ajustant parfaitement dans l'espace entre la poitrine et les bras de Richard. Richard le serra fort contre lui et inspira l'odeur de ses cheveux. Propre maintenant, plus l'odeur des ordures et de la suffocation. Richard ferma les yeux et fit une promesse silencieuse à cet enfant. Une promesse que quoi qu'il arrive, quelle que soit la bataille juridique à venir, Samuel serait en sécurité. Samuel serait aimé. Samuel serait à lui. Il y a des problèmes en vue, n'est-ce pas ? Demanda Madame Gress, sa voix pleine de savoir, comprenant tout. Oui, mais nous allons nous en occuper. Nous allons être prêts, dit Richard, ne voulant pas en discuter devant Samuel, mais sachant que Madame Gress méritait la vérité. Pendant la semaine suivante, le manoir de Richard devint une forteresse de préparation. Des avocats allaient et venaient. Des documents étaient rassemblés. Des photographies de Samuel étaient prises. Des photos montrant sa convalescence, sa force croissante, ses premiers sourires. Madame Gress donna sa déposition aux autorités, décrivant en détail l'état dans lequel Samuel était arrivé, les signes de famine, le traumatisme, la fièvre. Le médecin soumit son rapport d'examen complet détaillant chaque blessure, chaque signe d'abus et de négligence. Mais Abigail se préparait également. Elle avait engagé ses propres avocats, des avocats coûteux spécialisés dans les litiges de garde. Elle commença à répandre des rumeurs sur Richard, qu'il était un homme seul et instable essayant de remplacer une fille qu'il avait perdue, qu'il utilisait Samuel comme une sorte de béquille émotionnelle, que ses motifs étaient suspects. Elle affirmait que Richard était obsédé par l'idée de prendre des enfants et de les plier à sa volonté. Elle se dépeignait comme la victime, comme quelqu'un qui était accusé à tort, comme une tante attentionnée qui avait simplement essayé de discipliner un enfant difficile. Et lentement, insidieusement, ces histoires commencèrent à se répandre dans les cercles sociaux de la ville. Les gens qui ne connaissaient pas Richard commencèrent à remettre en question ses motifs. Les gens qui ne connaissaient pas la vérité commencèrent à se demander si Abigail n'avait pas raison. Le pouvoir des mensonges d'Abigail était qu'ils étaient juste assez crédibles pour créer le doute, juste assez plausibles pour que certaines personnes se demandent si Richard n'était pas un méchant déguisé en sauveur. Richard remarqua le changement presque immédiatement. Ses partenaires commerciaux commencèrent à prendre leur distance. Ses invitations à des événements sociaux commencèrent à diminuer. Les gens qui étaient ses amis depuis des années devinrent soudain indisponibles. L'élite de la ville, qui se souciait plus de la réputation que de la vérité, commença à traiter Richard avec suspicion et distance. Mais Richard ne s'en souciait plus. Ce qui l'intéressait, c'était Samuel. Chaque matin, Richard se réveillait tôt pour préparer le petit déjeuner de Samuel. Il coupait le pain grillé en petits carrés, comme Samuel l'aimait. Il versait du jus dans une tasse spéciale avec un dessin d'éléphant qui faisait sourire Samuel. Il s'asseyait avec Samuel pendant que le garçon mangeait et lui parlait de la journée à venir, des choses qu'ils allaient faire, des endroits où ils iraient une fois que Samuel serait plus fort. Lentement, progressivement, Samuel commença à s'ouvrir. Il commença à rire. Pas de grands éclats de rire au début, mais de petits rires tranquilles, comme s'il craignait encore que le rire ne soit puni. Il commença à poser des questions sur les choses. Il commença à dire plus qu'un ou deux mots. Il commença à agir comme un enfant au lieu d'un fantôme. Un après-midi, environ 3 semaines après que Richard l'eut trouvé à la décharge, Samuel jouait dans le jardin avec Madame Gress quand soudain il s'arrêta. Il se tourna vers Madame Gress, son petit visage rempli d'inquiétude. « Est-ce qu'elle va revenir ? Est-ce qu'Abigail va revenir me chercher ?» demanda Samuel, sa voix petite mais claire. Le cœur de Madame Gress se brisa. Elle s'agenouilla pour être à la hauteur de Samuel, et elle prit ses 2 petites mains dans les siennes. « Non, mon cœur. Non, elle ne reviendra pas. Monsieur Richard se bat pour toi. Il se bat très fort pour s'assurer que tu restes en sécurité, et nous sommes tous là pour te protéger. Comprends-tu ? Dit Madame Gress, sa voix ferme et sincère.
Mais et s'il ne gagne pas? Et si elle me ramène à la décharge? Demanda Samuel, sa voix emplie de peur. Madame Gress serra Samuel dans ses bras, et le garçon se mit à pleurer. Toute la peur qu'il avait retenue à l'intérieur, tout le traumatisme qu'il avait survécu, se déversa en de grands sanglots saccadés. Madame Gress le tint et le laissa pleurer, comprenant que parfois il faut laisser la douleur sortir avant que la guérison ne puisse vraiment commencer. Quand Richard rentra à la maison ce soir-là et vit l'épreuve de l'effondrement de Samuel, le visage taché de larmes, les yeux rouges, la peur qui persistait dans son petit corps, Richard sentit une rage monter en lui qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il regarda Madame Gress et elle lui raconta ce que Samuel avait demandé, quelle peur l'enfant portait. Richard se rendit dans son bureau et appela immédiatement son avocat. « Monsieur Peterson, j'ai besoin d'accélérer cela. J'ai besoin que la date du tribunal soit avancée. J'ai besoin que cela soit résolu le plus rapidement possible. L'enfant est traumatisé. Il est terrifié à l'idée d'être repris. Nous devons mettre fin à cette incertitude, dit Richard avec urgence, sa voix glaciale. Monsieur, avancer la date est risqué. Cela signifie que nous aurons moins de temps pour nous préparer. Les avocats d'Abigail pourraient ne pas être prêts non plus, mais cela ne joue pas nécessairement en notre faveur. Nous avons besoin de temps pour construire notre dossier, pour recueillir plus de preuves, avertit M. Peterson. Alors, nous les rassemblons plus vite. Nous travaillons 24 heures sur 24. Je me fiche du coup. Je me fiche du temps que cela prend à mon personnel. Nous devons y mettre fin, et nous devons y mettre fin bientôt avant que la peur de cet enfant ne le détruise, dit Richard, interrompant et parlant avec une conviction ferme et inébranlable. Très bien, monsieur. Je vais passer les appels. Je vais voir si je peux obtenir une date d'audience accélérée. Mais monsieur, vous devez comprendre quelque chose. Si nous allons au tribunal, si cela devient un procès public, tout va sortir. Les détails de ce qui s'est passé à la décharge, les preuves de votre passé, les rumeurs qu'Abigail a répandues, tout sera divulgué devant un juge, peut-être devant les médias. Êtes-vous prêt pour cela? Demanda M. Peterson. Oui, parce que la vérité est de notre côté. La vérité nous libérera, répondit Richard, sa voix stable et assurée. 2 semaines plus tard, une date d'audience fut fixée. Le procès commencerait un lundi matin au tribunal de la famille de la ville. La juge Maria Justine présiderait. Une juge connue pour être sévère mais juste. Une juge qui avait passé toute sa carrière à protéger les enfants contre les abus et la négligence. Les 2 parties préparèrent leur dossier. Abigail engagea un avocat très coûteux et très célèbre nommé M. Caleb Dunn, un homme connu pour gagner des affaires de garde par la manipulation et l'intimidation plutôt que par la vérité. Il était célèbre pour son acharnement. Il était célèbre pour détruire les témoins et faire passer les victimes pour des menteurs. La nuit précédant le procès, Richard s'assit avec Samuel dans la chambre du garçon. Samuel était trop anxieux pour dormir. Il faisait des cauchemars à propos de la décharge, du sac, du visage d'Abigail tordu par la colère. Richard le serra fort contre lui et lui murmura des promesses dans l'obscurité. Demain, nous allons aller dans un bâtiment appelé un palais de justice. Il y aura une femme là-bas nommée juge Maria, et elle va écouter la vérité sur ce qui t'est arrivé. Elle va écouter ce que cette femme t'a fait, et elle va s'assurer que tu es en sécurité, et je serai juste à côté de toi, tout le temps. Comprends-tu? Demanda doucement Richard. Vous me tiendrez la main? Murmura Samuel, sa voix tremblante. Je te tiendrai la main à chaque instant. Je te le promets. Et quand ce sera fini, tu sauras, dans chaque fibre de ton être, que tu es à moi, que tu m'appartiens, que personne ne te reprendra jamais, dit Richard, sa voix brisée par l'émotion. Samuel s'endormit dans les bras de Richard, son petit corps enfin en paix, croyant enfin que peut-être, juste peut-être, les adultes de sa vie le garderaient en sécurité. Devant la chambre de Samuel, Madame Gress se tenait dans le couloir, priant. Elle priait pour que la juge voie la vérité. Elle priait pour que la justice prévale. Elle priait pour que cet enfant, qui avait tant souffert, obtienne enfin la fin heureuse qu'il méritait. Elle priait pour que l'amour de Richard soit suffisant, qu'il soit assez puissant pour surmonter toute l'obscurité qu'Abigail et ses avocats leur lanceraient. Et dans une autre partie de la ville, dans un bureau coûteux avec des meubles en acajou et des chaises en cuir, Abigail était assise en face de son avocat, M. Caleb. Ils révisaient leur stratégie pour le procès. M. Caleb expliquait comment il dépeindrait Richard comme un homme perturbé. Comment il ferait valoir que Richard avait volé un enfant qui ne lui appartenait pas. Comment il convaincrait la juge qu'Abigail était la vraie victime dans cette situation. Mais Abigail n'écoutait pas vraiment. Elle pensait à l'argent. Elle pensait à l'héritage que le père de Samuel avait laissé au garçon. Un héritage sur lequel elle comptait. Un héritage dont elle avait besoin pour payer ses propres dettes,
ses propres erreurs, sa situation financière désespérée. Elle pensait à la façon dont elle avait été proche d'obtenir cet argent, à la façon dont elle avait été proche d'avoir enfin assez pour vivre la vie qu'elle voulait vivre. Et alors qu'elle était assise dans ce bureau coûteux avec ses meubles coûteux, entourée d'avocats et de documents juridiques, Abigail ne ressentait aucun remords. Elle ne ressentait aucune culpabilité pour ce qu'elle avait fait. Elle ne ressentait que de la rage que son plan ait échoué, que quelqu'un soit intervenu, qu'un étranger se soit mis en travers de son chemin. Elle n'avait aucune idée de ce qui était sur le point de se produire dans cette salle d'audience. Elle n'avait aucune idée que ses mensonges étaient sur le point de s'effondrer sur sa tête comme une avalanche. Le matin du procès arriva avec un ciel gris et un vent froid qui semblait porter le poids du monde. Richard s'habilla de son meilleur costume, bleu foncé, parfaitement taillé, le costume d'un homme qui veut dire ce qu'il dit. Il se rendit dans la chambre de Samuel et trouva le garçon déjà réveillé, déjà habillé avec les nouveaux vêtements que Madame Gress lui avait achetés. Une chemise blanche et un pantalon foncé, le faisant ressembler à un petit homme au lieu d'un enfant brisé par un traumatisme. « Es-tu prêt, Samuel » demanda Richard, sa voix calme et forte. « Oui, je suis prêt » répondit Samuel, sa voix petite mais courageuse. Richard prit la petite main de Samuel, et ensemble, ils descendirent les escaliers où Madame Gress attendait. Elle portait sa meilleure robe, ses meilleures chaussures, son expression la plus forte. Alors qu'ils sortaient vers la voiture, Madame Gress murmura une prière sous son souffle. Une prière qui s'était formée dans son cœur pendant des semaines. Une prière pour qu'aujourd'hui soit le jour où la vérité triompherait des mensonges, où l'amour vaincrait la cruauté, où un enfant serait enfin sauvé. Le palais de justice était énorme et imposant, fait de pierres grises et de marbre froid qui résonnaient sous les pas des avocats et des juges et des personnes dont la vie avait été déchirée par le système. Richard serra Samuel contre lui. Alors qu'il franchissait l'entrée. Déjà, des journalistes se rassemblaient, flairant une histoire. Un millionnaire et un enfant mystérieux. Des questions sur un enlèvement et une garde. C'était exactement le genre de scandale que les médias adoraient. Richard garda la tête baissée et traversa rapidement la foule, Madame Gress juste derrière eux, protectrice, féroce. Ils se dirigèrent vers la salle d'audience où M. Peterson les attendait. Il révisait les derniers documents, son visage montrant la tension d'avoir travaillé sans dormir pendant les 72 dernières heures. « Richard, nous devons parler avant d'entrer. L'avocat d'Abigail, M. Caleb, a déposé de nouvelles requêtes ce matin. Il affirme que vous avez des antécédents d'instabilité, que vous avez perdu une fille il y a des années et que vous utilisez Samuel pour combler ce vide. Il va plaider que vous êtes psychologiquement inapte à être tuteur, avertit M. Peterson, sa voix urgente. Tout cela est vrai. J'ai perdu ma fille. Mais cela ne me rend pas inapte. Au contraire, cela signifie que je comprends ce que signifie protéger un enfant, chérir un enfant, faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le garder en sécurité, dit Richard, sa voix stable. Je le sais, et la juge le verra aussi. Mais Caleb est doué dans ce qu'il fait. Il va essayer de créer le doute. Il va essayer de faire en sorte que cela parle de vous au lieu de Samuel, dit M. Peterson, sa voix douce. Ils entrèrent dans la salle d'audience. Elle était lambrissée de bois et formelle, avec une estrade surélevée pour la juge à l'avant et des rangées de sièges derrière eux pour les observateurs. Des journalistes et des curieux remplissaient déjà les sièges. L'air était lourd, chargé de l'énergie d'une bataille sur le point de commencer. La juge Maria Justine était assise à son banc, examinant des documents. C'était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et aux yeux perçants qui semblaient ne rien manquer. Elle leva les yeux lorsque Richard, Samuel et Madame Gress entrèrent, et son regard s'attarda sur le petit garçon qui tenait la main de Richard. Quelque chose dans son expression changea, comme si elle voyait déjà au-delà de la surface, comprenant déjà la vérité de ce qui s'était passé ici. Abigail entra de l'autre côté de la salle d'audience. Elle était impeccablement vêtue, un costume coûteux, des bijoux de créateur, ses cheveux et son maquillage parfait. Elle ressemblait à ce qu'elle était, une femme riche se battant pour maintenir son style de vie intact. Mais lorsque ses yeux se posèrent sur Samuel, quelque chose traversa son visage, de la colère, de la possessivité. Le regard de quelqu'un qui voyait le garçon, non pas comme une personne, mais comme un actif financier qui lui échappait. Derrière Abigail venait son avocat, M. Caleb. C'était un homme grand aux yeux froids et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il portait un costume coûteux et se tenait avec la confiance de quelqu'un qui avait gagné de nombreuses batailles, qui avait vaincu de nombreux adversaires, qui ne doutait pas qu'il gagnerait celle-ci aussi. La juge Maria Justine frappa une fois son maillet, doucement, mais avec autorité. C'est le cas d'Abigail Morrison contre Richard Nelson. Nous sommes ici pour déterminer la garde de l'enfant mineur, Samuel. Avant de commencer, je tiens à préciser une chose aux deux parties.
Ce tribunal se préoccupe de l'intérêt supérieur de l'enfant, rien d'autre. Pas d'argent, pas de réputation, pas des désirs des adultes impliqués, seulement du bien-être de l'enfant. Comprenez-vous tous les deux? Annonça la juge Maria Justine, sa voix claire et impérieuse. Oui, votre honneur, dit monsieur Caleb, se levant. Oui, votre honneur, répondit monsieur Peterson, se levant également. Alors commençons. Monsieur Caleb, votre déclaration d'ouverture, ordonna la juge Maria Justine. Monsieur Caleb se leva et se dirigea vers le centre de la salle d'audience. Il se déplaçait avec une grâce délibérée, comme un acteur sur une scène, comme quelqu'un qui savait que la présentation était aussi importante que le contenu. Il commença à parler et sa voix était douce et assurée. Votre honneur, il s'agit d'un cas d'enlèvement déguisé en sauvetage. Ma cliente, Abigail Morrison, est la tutrice légale de Samuel, nommée par son défunt père dans son testament. Elle a le droit légal d'élever cet enfant, de prendre des décisions concernant son éducation et son avenir. Mais ce droit a été violé par monsieur Richard Nelson, un homme qui n'est lié à cet enfant d'aucune manière. Monsieur Nelson est un milliardaire solitaire qui a perdu sa propre fille il y a des années. Et il a utilisé cette perte comme justification pour voler l'enfant de quelqu'un d'autre. Il s'agit du besoin psychologique de monsieur Nelson de remplacer ce qu'il a perdu. Il ne s'agit pas de sauver un enfant. Il s'agit d'un homme perturbé qui prend ce qu'il veut, expliqua monsieur Caleb, faisant une pause pour les faits, laissant ses mots s'enfoncer dans l'esprit de toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Les blessures que ma cliente est accusée d'avoir causées sont exagérées. Elles sont le résultat de pratiques parentales normales sorties de leur contexte. Les méthodes de discipline qu'a utilisées ma cliente peuvent sembler dures selon les normes modernes, mais elles ne sont pas des abus. Elles ne sont pas criminelles. C'est de l'éducation. Et ce tribunal ne devrait pas permettre à quelqu'un de voler un enfant simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec les méthodes parentales de quelqu'un, continua monsieur Caleb, sa voix douce comme de la soie. Monsieur Peterson se leva et prononça sa déclaration d'ouverture. Il était plus calme, plus méthodique, plus concentré sur les faits que sur le drame. Votre honneur, cette affaire n'est pas compliquée. À une date précise, mon client se trouvait à la décharge municipale lorsqu'il a été témoin d'une femme plaçant un enfant de 7 ans dans un sac poubelle scellé avec l'intention apparente de l'abandonner. Cette femme est Abigail Morrison. Cet enfant est Samuel. Mon client est intervenu et a sauvé la vie de l'enfant. Depuis ce moment, mon client a fourni à Samuel des soins médicaux, une nutrition adéquate, un foyer sûr et un amour inconditionnel. Nous présenterons des preuves de l'état physique de l'enfant lorsqu'il a été retrouvé, des preuves d'années de négligence et d'abus, et des preuves de l'engagement de mon client envers le bien-être de Samuel. La preuve sera claire. Samuel est mieux avec mon client. Samuel est en sécurité avec mon client, et Samuel mérite de rester avec mon client, dit monsieur Peterson, sa voix ferme et mesurée. Le premier témoin appelé fut le docteur James. Il monta à la barre et prêta serment. Monsieur Peterson le guida à travers son examen de Samuel, ses conclusions de grave malnutrition, les preuves physiques d'abus et de négligence prolongée. Docteur, selon votre opinion professionnelle, cet enfant était-il en danger lorsqu'il a été retrouvé? Demanda monsieur Peterson. Absolument. L'enfant était gravement déshydraté, mal nourri et présentait des signes de traumatisme extrême. S'il était resté dans ce sac sans oxygène beaucoup plus longtemps, il serait mort. Cela ne fait aucun doute, répondit le docteur. James, sa voix stable et autoritaire. Vint ensuite le tour de monsieur Caleb de contre-interroger. Il se leva et s'approcha du docteur avec un sourire. Docteur, vous avez dit que l'enfant était mal nourri. Mais n'est-il pas possible que l'enfant soit simplement naturellement petit? N'est-il pas possible que cette apparence soit génétique plutôt que le résultat d'une négligence? Demanda monsieur Caleb. Non. La malnutrition est évidente dans ses analyses de laboratoire, dans ses carences en vitamines, dans les marqueurs de stress dans son sang. Ce n'est pas génétique. C'est le résultat de ne pas avoir été correctement nourri, répondit le docteur. James, sa voix ferme. Et le traumatisme que vous avez mentionné, ne pourrait-il pas être le résultat du choc d'avoir été soudainement retiré de son foyer par un étranger? Interrogea monsieur Caleb. L'enfant suffoquait dans un sac poubelle. Le traumatisme provient de cette expérience, pas d'avoir été retiré du danger, rétorqua le docteur. James, sa voix avec une pointe d'agacement. Pas d'autres questions, dit monsieur Caleb, son sourire s'élargissant, pas dérangé par la réponse directe. Le témoin suivant fut madame Gress. Elle monta à la barre, la main sur une Bible, jurant de dire la vérité. On lui demanda de décrire ce dont elle avait été témoin lorsque Samuel était arrivé chez Richard. Lorsque monsieur Richard a ramené cet enfant à la maison, il était à peine en vie.
Sa fièvre était si élevée que j'avais peur que son corps ne brûle. Il tremblait comme une feuille au vent. Ses yeux étaient vides, comme s'il ne restait plus de vie en lui. J'ai travaillé dans cette maison pendant 15 ans, et je n'ai jamais rien vu d'aussi déchirant. Cet enfant avait été traité comme s'il était moins qu'humain. Et lorsque M. Richard l'a ramené à la maison et l'a tenu dans ses bras, c'était comme regarder quelqu'un ramener une personne du bord de la mort elle-même, témoigna Madame Gress, sa voix emplie d'émotion, mais maîtrisée. M. Caleb se leva pour contre-interroger. Il s'approcha de Madame Gress avec une tactique différente. Madame Gress, depuis combien de temps travaillez-vous pour M. Richard? Demanda M. Caleb. 15 ans, monsieur, répondit Madame Gress, sa voix calme. Et pendant ce temps, avez-vous remarqué que M. Richard était instable émotionnellement? Avez-vous remarqué une dépression? Un comportement obsessionnel? Sonda M. Caleb. J'ai remarqué que M. Richard a perdu sa femme et qu'il a pleuré sa perte. Mais j'ai aussi remarqué que c'est un homme bon avec un cœur gentil. Et j'ai remarqué que depuis que Samuel est entré dans sa vie, il a retrouvé une raison de vivre, dit Madame Gress, sa voix stable. Ou peut-être a-t-il trouvé un remplacement pour ce qu'il a perdu. Un moyen de combler le vide, suggéra M. Caleb, sa voix dégoulinante d'insinuation. Non, monsieur. L'amour n'est pas une question de remplacement. L'amour est une question d'expansion. Il s'agit du cœur qui grandit, pas de combler des trous. L'amour de M. Richard pour Samuel est réel, pur et bon. Il n'est ni malsain, ni mauvais, ni compensatoire. C'est simplement de l'amour, répondit Madame Gress, sa voix comme de l'acier. Il y eut un moment de silence absolu dans la salle d'audience. Les mots de Madame Gress semblaient planer dans l'air comme une bénédiction. Même M. Caleb sembla momentanément décontenancé, mais il se rétablit rapidement, agitant la main avec dédain. Pas d'autres questions, dit M. Caleb. Vint ensuite le tour de Samuel. Le cœur de Richard se brisa alors qu'il conduisait le petit garçon à la barre. Samuel était si petit qu'ils durent mettre un oreiller sur la chaise pour qu'il puisse voir par-dessus le bord du box des témoins. Il avait l'air terrifié. La juge Maria Justine se pencha légèrement. « Samuel, comprends-tu ce que signifie dire la vérité ?» demanda la juge Maria Justine, sa voix douce et gentille. « Oui, madame, » répondit Samuel. « Bien. Je vais te poser quelques questions, et j'ai besoin que tu y répondes aussi honnêtement que possible. »« D'accord, » dit la juge Maria Justine. Samuel hocha la tête. Monsieur Peterson commença son examen doucement, prudemment, sans jamais trop bousculer l'enfant. « Samuel, peux-tu me parler du jour où tu as été mis dans le sac ?» demanda doucement Monsieur Peterson. Le petit corps de Samuel se mit à trembler. Richard, assis au premier rang, sentit sa poitrine se serrer. Samuel regarda Abigail et ses yeux se remplirent immédiatement de larmes. Elle était en colère. Elle est toujours en colère. Elle m'a dit d'entrer dans le sac et je ne voulais pas, mais elle m'a attrapé le bras et elle m'a poussé et je suis tombée dedans et puis elle l'a attaché et je ne pouvais pas respirer et j'avais si peur et j'ai cru que j'allais mourir, dit Samuel, sa voix tremblante. La salle d'audience était absolument silencieuse. Même les journalistes avaient cessé d'écrire. Il n'y avait aucun bruit, sauf la petite voix d'un enfant décrivant son propre abandon. « Et quand M. Richard t'a trouvé, qu'a-t-il fait ?» demanda M. Peterson. « Il a ouvert le sac. Il pleurait et il a dit que j'allais m'en sortir. Et il m'a tenu. Et je n'avais plus peur, » répondit Samuel, sa voix devenant plus forte. Puis M. Caleb se leva pour contre-interroger. Richard sentit tout son corps se crisper. Caleb s'approcha de la barre avec son sourire de prédateur. « Samuel, n'est-il pas vrai que M. Richard vous a fait des cadeaux? De nouveaux vêtements? Une nouvelle maison? » demanda M. Caleb. « Oui, il m'a donné des vêtements parce que je n'avais pas de bons vêtements. Il m'a donné une maison parce que je n'en avais pas, » répondit Samuel, sa voix confuse. « Et ces cadeaux, ils vous ont rendu heureux, n'est-ce pas ?» continua M. Caleb. « Oui, mais... » commença Samuel. « Alors, M. Richard a acheté votre bonheur. Il a utilisé des possessions matérielles pour vous faire l'aimer, pour vous faire dire de belles choses sur lui. N'est-ce pas vrai ?» interrompit M. Caleb, doucement. Samuel regarda M. Caleb avec confusion. Il regarda vers Richard. Richard secoua légèrement la tête, essayant de dire au garçon de ne pas se laisser embrouiller, que l'avocat essayait de le piéger. « Non, monsieur. Il n'a pas acheté mon bonheur. Il m'a donné de l'amour. »« C'est différent, » dit Samuel, sa voix petite et troublée. Et à ce moment-là, quelque chose changea dans la salle d'audience. La simplicité de la vérité d'un enfant, la clarté de sa déclaration, sembla couper à travers toute la manipulation de M. Caleb comme une épée à travers le brouillard. Plusieurs membres du jury hochèrent la tête.
Une femme à l'arrière essuya ses larmes. Mais ensuite, les avocats d'Abigail appelèrent leurs témoins. Une femme qui prétendait être l'institutrice de Samuel témoigna qu'elle n'avait jamais remarqué de signes d'abus. Un médecin qu'ils avaient engagé affirma que la malnutrition pouvait être expliquée par divers facteurs génétiques et alimentaires. Ils construisirent leur dossier avec soin, méthodiquement, essayant de créer le doute, essayant de brouiller les pistes. Puis, le deuxième jour du procès, quelque chose d'inattendu se produisit. Un journaliste nommé Patrick se leva du fond de la salle d'audience. Il était resté assis tranquillement, observant, enregistrant. Il demanda à parler à la juge. La juge Maria Justine le lui permit. « Votre honneur, j'ai enquêté sur cette affaire depuis qu'elle est devenue publique. J'ai découvert des preuves que je crois matérielles pour ce procès. J'ai des documents montrant qu'Abigail a utilisé son accès à l'héritage de Samuel pour financer une entreprise en faillite. J'ai des enregistrements montrant qu'elle a engagé un homme pour emmener Samuel à la décharge et l'Y abandonné. Et j'ai des enregistrements multiples de conversations entre Abigail et un homme nommé M. Caleb Dunn discutant de la manière de manipuler ce procès, de la manière de discréditer M. Nelson, et de la manière de s'assurer qu'Abigail garde le contrôle de l'héritage de Samuel, annonça Patrick, sa voix claire et professionnelle. La salle d'audience explosa. Abigail se leva, son visage devenant blanc. Elle commença à protester, à nier, à affirmer qu'elle était victime d'un coup monté, que les enregistrements étaient faux, que c'était une conspiration contre elle. La juge Maria Justine frappa son maillet avec force. « Ordre! Ordre dans cette salle d'audience !» ordonna la juge Maria Justine, sa voix comme le tonnerre. Le silence retomba dans la pièce. La juge Maria Justine regarda Patrick. « Avez-vous ces enregistrements ?» demanda la juge Maria Justine. « Oui, votre honneur. Ils ont été vérifiés par 3 experts audio. Ils sont authentiques, répondit Patrick, hochant la tête. Alors ils seront versés aux preuves, dit la juge Maria Justine. Pendant que les enregistrements étaient diffusés dans la salle d'audience, la preuve devint indéniable. On entendait la voix d'Abigail, froide et calculatrice, parler de son besoin de l'argent de Samuel, parler de la nécessité de se débarrasser du garçon. On entendait la voix de M. Caleb, la conseillant sur la stratégie juridique, l'aidant à planifier comment discréditer Richard. La salle d'audience était devenue un lieu de reddition des comptes. La vérité, qui luttait contre les mensonges et la manipulation, fit soudainement irruption comme le soleil perçant les nuages. Le visage d'Abigail passa du blanc au rouge. Elle se mit à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de rage d'avoir été prise, que son plan ait échoué, que sa cupidité ait été exposée. Monsieur Caleb se leva et annonça qu'il se retirait de l'affaire. Il quitta la salle d'audience, sans regarder en arrière. Sa réputation était en ruine. Sa carrière était probablement terminée. La défense d'Abigail s'effondra. Il ne lui restait plus d'arguments. La preuve était trop forte. La vérité était trop claire. La juge Maria Justine ordonna une suspension. Lorsque le procès reprit 1 heure plus tard, elle prononça son verdict. La salle d'audience était bondée. Toutes les places étaient occupées. Des caméras d'information étaient positionnées à l'extérieur, prêtes à capter le verdict qui allait être annoncé. Cette affaire avait captivé l'attention de la ville, était devenue un symbole de la lutte entre la vérité et les mensonges, entre l'amour et la cupidité, entre la justice et la corruption. La juge Maria Justine s'assit à son banc, son visage grave. Elle regarda la salle d'audience avec des yeux qui avaient vu 1 millier de cas, 1 millier de batailles entre le bien et le mal. Elle regarda Abigail, Richard, Samuel, puis elle commença à parler. Au cours de toutes mes années au banc, j'ai vu de nombreuses affaires. J'ai vu des batailles pour la garde, des litiges sur l'argent, des conflits entre des personnes qui prétendent aimer un enfant. Mais j'ai rarement vu une affaire où la preuve est aussi claire, aussi indéniable, aussi déchirante que celle-ci, annonça la juge Maria Justine, sa voix stable et puissante. La salle d'audience était absolument silencieuse. Même les journalistes avaient cessé de bouger. La preuve présentée dans ce procès montre sans aucun doute qu'Abigail Morrison a tenté d'abandonner un enfant dans une décharge. La preuve montre que cet enfant était gravement mal nourri, physiquement abusé et émotionnellement traumatisé. La preuve montre que les actions d'Abigail Morrison étaient motivées par la cupidité, par le désir d'accéder à l'héritage de l'enfant, sans le fardeau de s'en occuper réellement. La preuve montre également que son avocat, M. Caleb Dunn, a conspiré avec elle pour manipuler ce procès, pour discréditer un homme dont le seul crime était de sauver la vie d'un enfant, continua gravement la juge Maria Justine. Le visage d'Abigail était de pierre. Elle ne pleurait plus. Elle fixait droit devant elle, comprenant que le jeu était terminé. Richard Nelson, d'autre part,
a fait preuve d'une compassion, d'un courage et d'un engagement extraordinaires. Il a trouvé un enfant en danger, et il n'a pas hésité. Il n'a pas calculé le coût ou la difficulté. Il a simplement agi. Depuis ce moment, il a fourni à cet enfant la sécurité, des soins médicaux, une nutrition adéquate, une éducation et, surtout, de l'amour. Il a montré par ses actions qu'il comprend ce que signifie être un parent, ce que signifie placer le bien-être d'un enfant au-dessus de toute autre considération, dit la juge Maria Justine, sa voix chaleureuse de reconnaissance. Richard sentit des larmes couler sur son visage. Samuel, assis dans la galerie à côté de Madame Gress, regardait la juge avec des yeux écarquillés et pleins d'espoir. Par conséquent, il est de la décision de ce tribunal que la garde complète de Samuel est accordée à Richard Nelson. En outre, Abigail Morrison est par la présente accusée d'abus sur enfant, de tentative d'abandon et de complot en vue de fraude. Elle sera placée en garde à vue en attendant son procès. Son accès à l'héritage de Samuel est révoqué immédiatement. Tous les fonds seront placés dans une fiducie qui sera utilisée uniquement au profit et à l'éducation de Samuel, déclara la juge Maria Justine, sa voix retentissante d'autorité. La salle d'audience éclata. Les gens se levaient et applaudissaient. Madame Gress pleurait de joie, serrant Samuel contre elle. Samuel eut l'air confus pendant un moment, ne comprenant pas tout à fait ce que le verdict signifiait, ne croyant pas tout à fait que c'était enfin fini. Puis Richard se retourna sur son siège et regarda Samuel. Leurs yeux se croisèrent à travers la salle d'audience, et le petit visage de Samuel comprit soudain. Sa lèvre commença à trembler. Ses yeux se remplirent de larmes. Et puis, il se mit à pleurer. Non pas des larmes de peur ou de traumatisme, mais des larmes de soulagement, des larmes de joie, les larmes d'un enfant qui avait enfin été sauvé. Richard se leva et se fraya un chemin à travers la foule jusqu'à Samuel. Il souleva le garçon dans ses bras et le serra si fort qu'il craignit de le briser. Samuel enroula ses petits bras autour du cou de Richard et sanglota. De grands sanglots de libération, des sanglots de gratitude, des sanglots qui contenaient toute la douleur, la peur et la solitude qui s'étaient accumulées en lui depuis si longtemps. « C'est fini, mon petit. Tout est fini. Tu es en sécurité maintenant. Tu es à moi. Tu vas être mon fils pour toujours ?» murmura Richard dans les cheveux de Samuel. « Vraiment ? Pour toujours ?» demanda Samuel, sa voix brisée. « Pour toujours. Je te le promets. Rien ni personne ne t'enlèvera plus jamais. Tu es ma famille. Tu es mon fils, » répondit Richard, sa voix pleine de certitude absolue. Des agents se dirigeaient vers Abigail. Elle se tenait debout, son visage tordu de rage et d'incrédulité. Alors qu'il l'emmenait, elle regarda Samuel une dernière fois. Et son expression était un mélange de haine et de calcul. Même dans la défaite, même en étant emmenée en garde à vue, elle semblait comploter, semblait penser à son prochain coup, semblait incapable de comprendre qu'elle avait vraiment perdu. Patrick, le journaliste, s'approcha de Richard alors qu'il tenait toujours Samuel. Patrick souriait, visiblement ému par ce qui venait de se passer. C'est une histoire qui devait être racontée. Une histoire sur un homme qui a sauvé la vie d'un enfant. Une histoire sur le pouvoir de l'amour et de la compassion. J'aimerais faire un reportage de suivi si vous le voulez bien. Racontez au monde l'histoire de Samuel, son rétablissement, votre voyage ensemble, dit Patrick, sa voix chaleureuse. Je le ferai, non pas pour l'attention, mais parce que je veux que d'autres personnes sachent qu'il y a des enfants qui souffrent comme Samuel a souffert. Je veux qu'ils sachent que s'ils voient quelque chose, s'ils voient un enfant en danger, ils doivent agir. Ils ne peuvent pas s'en aller. Ils ne peuvent pas prétendre que ce n'est pas leur problème, car chaque enfant est le problème de tout le monde, de tous, répondit Richard, jetant un coup d'œil à Samuel, puis à Patrick. Ils quittèrent le palais de justice ensemble. Richard tenait Samuel, Madame Gress marchait à leur côté, protectrice et fière, alors qu'ils se frayaient un chemin à travers les journalistes et les caméras. Richard protégea le visage de Samuel, gardant le garçon à l'abri des lumières clignotantes et des questions indiscrètes. Le retour en voiture fut différent. Le monde semblait différent. Alors qu'il passait les portes du manoir de Richard, Samuel pressa son visage contre la fenêtre, regardant le beau jardin, les marches en pierre, la fontaine qui captait la lumière de l'après-midi. Il regardait sa maison, comprenant pour la première fois que c'était vraiment sa maison, qu'il était à sa place ici, que personne ne pourrait jamais l'emmener. « Est-ce vraiment ma maison maintenant ?» demanda Samuel, sa voix petite et émerveillée. « Oui, mon cœur. C'est ta maison. C'est notre maison. Aussi longtemps que tu le voudras, » dit Richard, serrant la petite main de Samuel. Ce soir-là, il y eut une célébration tranquille dans le manoir. Madame Gress avait préparé un dîner spécial. Les plats préférés de Samuel, des aliments que le garçon avait appris à apprécier au cours des dernières semaines.
Il y avait du gâteau et des bougies et des toasts à la justice et à l'amour et au triomphe du bien sur le mal. Mais le moment le plus important vint plus tard après le dîner, lorsque Richard emmena Samuel dans son bureau. La pièce était bordée de livres et de photographies. Un mur était couvert d'images de Richard et de sa défunte épouse Margaret. Une autre section se remplissait déjà de photographies de Richard et Samuel ensemble, jouant dans le jardin, prenant le petit déjeuner, lisant des livres, étant simplement présents l'un avec l'autre. Richard s'assit dans son fauteuil en cuir et tira Samuel sur ses genoux. Le garçon se blottit contre sa poitrine, son petit corps s'ajustant parfaitement dans l'espace qui avait été vide pendant si longtemps. « Samuel, je veux te dire quelque chose. Je veux que tu saches la vérité sur la raison pour laquelle je t'ai sauvé, » dit Richard, sa voix douce et pensive. « Pourquoi m'avez-vous sauvé » demanda Samuel, sa voix curieuse. « Parce que tu valais la peine d'être sauvé. Parce que chaque enfant mérite d'être sauvé. Parce que lorsque je t'ai vu dans ce sac, je me suis vu. J'ai vu toutes les façons dont j'avais échoué dans ma vie. Toutes les personnes que je n'avais pas pu sauver. Tout l'amour que j'avais gardé enfermé en moi parce que j'avais trop peur de le partager. Et j'ai compris à ce moment-là que Dieu ou le destin ou l'univers, peu importe comment tu veux l'appeler, m'avait donné une seconde chance. Il m'a donné une chance d'aimer, de protéger, d'être le père que j'avais toujours voulu être. Et toi, Samuel, tu m'as donné ce cadeau. Comprends-tu ? Expliqua Richard, sa voix brisée par l'émotion. Vous m'avez sauvé, mais je vous ai sauvé, vous aussi ? Demanda Samuel, songeur. Oui, tu m'as sauvé, moi aussi, répondit Richard. Au cours des semaines et des mois suivants, Samuel commença à vraiment guérir. Son corps devint plus fort. Son visage commença à s'épanouir. Le regard de terreur qui avait habité ses yeux commença à s'estomper, remplacé par la curiosité, la joie, le simple bonheur d'un enfant qui sait qu'il est aimé. Richard inscrivit Samuel dans une école privée. Au début, le garçon était terrifié, assis dans une salle de classe avec d'autres enfants, apprenant à lire et à écrire, expérimentant toutes les choses normales que les enfants sont censés expérimenter. Mais lentement, avec les encouragements et le soutien de Richard, Samuel commença à s'épanouir. Il se fit des amis. Il riait davantage. Il commença à croire que l'avenir pouvait être quelque chose de bien, quelque chose pour lequel il valait la peine de vivre. Madame Grace devint la grand-mère de Samuel en tout sauf le nom. Elle lui apprit à cuisiner, à jardiner, à comprendre qu'aider les autres était la chose la plus importante qu'une personne puisse faire. Elle partagea des histoires de ses propres petits-enfants. Et un jour, elle demanda à Richard si elle pouvait les amener en visite. Richard dit oui immédiatement. Lorsque les petits-enfants de Madame Grace arrivèrent, 4 d'entre eux, âgés de 5 à 12 ans, Samuel les regarda avec une sorte de désir que Richard reconnut. Le garçon avait été privé de l'expérience de faire partie d'une famille, d'avoir des frères et sœurs, d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui-même. Alors, Richard prit une décision. Un après-midi, il fit asseoir Samuel et lui posa une question. « Samuel, j'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à l'adoption. Je veux officialiser les choses. Je veux que la loi reconnaisse ce que nous savons déjà tous les deux. Que tu es mon fils, que je suis ton père. Aimerais-tu ça ?» demanda Richard, sa voix douce mais sérieuse. Le petit visage de Samuel devint très immobile. Ses yeux commencèrent à s'humidifier. « Vous voulez m'adopter ? Vous voulez que je sois votre vrai fils ? Murmura Samuel. « Tu es déjà mon vrai fils. L'adoption ne fait que l'officialiser. S'assurer que tout le monde sache que tu m'appartiens, que je t'appartiens. Mais seulement si. Vous le voulez. Seulement si cela vous semble juste, dit Richard. » Samuel jeta ses bras autour du cou de Richard et le serra si fort que Richard pouvait à peine respirer. À travers ses larmes, Samuel murmura un seul mot. « Oui », souffla Samuel, sa voix étouffée contre l'épaule de Richard. Le processus d'adoption prit plusieurs mois. Il y eut des avocats, des travailleurs sociaux et des visites à domicile. Mais contrairement au procès pour la garde, ce processus était rempli d'amour et de certitude. Tous ceux qui rencontraient Samuel et Richard ensemble pouvaient voir le lien entre eux, pouvaient sentir la connexion sincère, pouvaient comprendre qu'il ne s'agissait pas de remplacer ce qui était perdu, mais de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de réel, quelque chose qui durerait pour toujours. Puis vint le jour de la finalisation. Il se tenait dans une salle d'audience différente cette fois, un tribunal qui semblait plus chaleureux, plus amical, plus plein d'espoir que le tribunal du procès. La juge Maria Justin présidait également cette audience, et lorsqu'elle regarda Richard et Samuel ensemble, son expression sévère s'adoucit. « Richard Nelson, jurez-vous de subvenir aux besoins de cet enfant, de protéger cet enfant, d'aimer cet enfant et de l'élever pour qu'il soit un être humain bon et décent ?» demanda la juge Maria Justine.
Je le jure de tout mon cœur et de toute ma force. Je le jure, répondit Richard, sa voix inébranlable. Samuel, comprends-tu ce que signifie l'adoption? Comprends-tu que Richard sera ton père et que tu seras son fils et que vous formerez une famille? Demanda la juge Maria Justine en regardant Samuel. Oui, je comprends. Je veux être son fils. Je veux que nous soyons une famille, dit Samuel, sa voix claire et assurée malgré sa petite taille. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je déclare par la présente que Samuel est le fils légal et permanent de Richard Nelson. Félicitations à vous deux. Vous êtes maintenant officiellement une famille, annonça la juge Maria Justine, frappant son maillet avec une douce autorité. La salle d'audience éclata d'applaudissements. Richard souleva Samuel et le fit tournoyer, et le rire du garçon emplit la pièce comme de la musique. Madame Gress était là, applaudissant et pleurant des larmes de joie. Patrick était là aussi, documentant ce moment pour son journal, capturant l'image d'un homme et d'un garçon unis pour toujours, d'une famille née non de la biologie, mais de l'amour. Alors qu'il sortait du palais de justice sous le soleil éclatant de l'après-midi, Samuel attrapa la main de Richard et la serra fort. Ils descendirent les marches vers la voiture où Madame Gress attendait, et Samuel leva les yeux vers Richard avec des yeux qui étaient complètement différents des yeux du garçon qui suffoquait dans un sac poubelle quelques mois auparavant. Ses yeux étaient remplis d'espoir. Ses yeux étaient remplis de gratitude. Ses yeux étaient remplis d'amour. Nous sommes une famille maintenant, pour de vrai et pour toujours, dit Samuel, sa voix pleine d'émerveillement. Oui, mon fils. Nous sommes une famille pour de vrai et pour toujours, répondit Richard, serrant la petite main de Samuel. Richard serra son fils contre lui et comprit à cet instant que le cercle était complet. Le traumatisme s'était transformé en but. La douleur s'était transformée en compassion. Un enfant qui avait été jeté avait trouvé sa place dans le monde, avait trouvé sa raison d'exister, avait trouvé un moyen de transformer sa souffrance en quelque chose qui aiderait les autres. Et Abigail, assise dans une cellule de prison en attendant son procès, avait un destin très différent. Les enregistrements, les preuves de ses crimes, le témoignage de ses victimes, tout cela s'était combiné pour garantir qu'elle passerait de nombreuses années derrière les barreaux. Elle aurait le temps de réfléchir à ses choix, le temps de comprendre les conséquences de sa cruauté, le temps de contempler le fait que sa cupidité avait détruit sa vie et avait changé la trajectoire de l'existence entière d'un enfant. Mais Richard ne pensait plus à Abigail. Il ne perdait pas son temps avec la haine ou la vengeance. Il se concentrait plutôt sur ce qui comptait, sur son fils, sur sa famille, sur la construction d'un avenir qui honorerait l'obscurité dont il avait tiré Samuel en remplissant le monde de lumière. Alors que le soleil se couchait un soir, Richard et Samuel s'assirent ensemble sur la terrasse du manoir, regardant le ciel passer de l'or au violet, puis au bleu profond. Samuel s'appuya contre l'épaule de son père, complètement en paix, complètement chez lui. Richard plaça son bras autour de son fils et le serra contre lui. « Tu sais, Samuel, quand je t'ai trouvé ce jour-là à la décharge, je ne savais pas que je trouvais mon fils. Je pensais que je sauvais un enfant. Mais je comprends maintenant que tu m'as sauvé tout autant que je t'ai sauvé, » dit Richard, sa voix douce. « Comment vous ai-je sauvé ?» demanda Samuel, levant les yeux vers son père. « Tu m'as donné une raison de vivre. Tu m'as donné un but. Tu m'as montré que l'amour est la seule chose qui compte vraiment dans ce monde, » répondit Richard, sa voix remplie d'amour. Samuel sourit et prit la main de son père. Les deux s'assirent en silence tandis que la nuit tombait autour d'eux, que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel. Et dans ce silence, il y avait la paix. Il y avait la gratitude. Il y avait le lien profond et incassable d'un père et d'un fils qui s'étaient trouvés au moment où ils en avaient le plus besoin. L'histoire de Samuel et Richard serait racontée pendant des années à venir. Elle inspirerait les gens à agir avec courage, à croire au pouvoir de la compassion, à comprendre qu'une personne peut vraiment changer le monde. Mais pour Richard et Samuel, l'histoire était simple. Il s'agissait d'un homme qui avait vu un enfant en danger et avait choisi d'aider. Il s'agissait d'un enfant qui avait appris qu'il était digne d'amour. Il s'agissait de deux personnes brisées qui s'étaient trouvées et étaient devenues entières. Et c'était, en fin de compte, l'histoire la plus importante de toutes.